Bonsoir, bienvenue sur Watch TV dans le Studio Mobile, le magazine de la mobilité. L'émission, nous sommes ensemble pour 1 heure, l'émission est rediffusée sur vos réseaux, donc on ne va pas perdre un instant, connectez-vous sur vos réseaux sociaux, nous attendons vos messages, vos questions avec Twitter via le hashtag le Studio Mobile. C'est d'ailleurs aussi le nom du compte que je vous invite à suivre pour tout savoir de l'émission. Autre conseil, pensez à vous abonner au podcast du Studio Mobile sur iTunes. Vous avez également à votre disposition l'application Android de Watch TV qui permet de regarder toutes vos émissions préférées en quelques clics. Ce soir, avec moi, mon acolyte Greg Nguyen, et nous accueillons également Xavier Desor de Nokia, à moins que ce soit désormais Microsoft. Ah, désolé, depuis quelques jours, c'est Microsoft. Eh bien, donc, je suis un salarié Microsoft. Eh bien, de Microsoft. Nous allons voir ça dans un instant avec Greg qui va nous dire ce qui nous attend. Mais d'abord, le sommaire. Et bouleversé, car cet après-midi, Huawei, le constructeur chinois, a dévoilé au monde entier son nouveau P7. Donc, on va revenir dessus. On continuera ensuite avec un dossier Nokia épisode 1, Nokia c'était ça. On va revenir un peu sur l'histoire de la marque, les modèles emblématiques. Enfin, Greg nous a ramené pas mal de choses et on compte sur les petites anecdotes de Xavier pour agrémenter tout ça. On continuera ensuite par un petit test, peut-être grand test, que dis-je, du Sony Z2 suivi d'un autre test de l'HTC Desire 816. Et oui. Des beaux produits. De beaux produits, tout nouveau, tout beau. Tout nouveau, tout à peine sorti. À peine, pas encore. Ou pas encore même pour le HTC, je pense qu'il va arriver dans quelques semaines. Et nous reviendrons ensuite chez Nokia. On se retrouve après une petite transition et puis effectivement, retrouvons-nous après une petite transition. Oui, des actus. Alors, une actu, comme on disait en préambule, très riche cette semaine. Donc, on va y aller tranquillement. On va essayer de parler de tout et d'entrer dans les détails. Premièrement, IDC a dévoilé les chiffres de vente de tablettes pour le premier trimestre 2014. Donc, les 3 premiers mois de l'année n'ont pas été très bons sur un marché pourtant florissant jusqu'à présent. Pour vous donner quelques chiffres, en 2013... les ventes avaient progressé de 140% comparé à 2012, donc pour les 3 premiers mois de l'année. Et là, on est tombé à une croissance de 3,9%. Donc il y a toujours une croissance, mais elle n'a rien à voir avec ce qu'on avait l'année dernière. En volume, ça donne quoi ? Ça donne 50 millions de tablettes vendues, contre un peu plus de 48 l'année dernière. Donc ça augmente aussi en volume. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la structure même de ces ventes. Parce que c'est un rare marché de l'électronique grand public où les marques que les analystes considèrent comme others, donc les autres, donc les petits constructeurs, ou les constructeurs liés à qui font des marques blanches pour des enseignes de supermarchés, ce genre de choses. Les marques de distributeurs. Ouais. On sont les premiers sur ce marché-là, avec un peu plus de 34% des ventes. C'est assez unique. Après, on a ce qu'on appelle nous les grandes marques, les marques premium. La première, sans surprise, c'est Apple pour les tablettes. Mais sa part de marché s'effrite. Elle passe entre 2013 et 2014 de 40 à 32%. Suit Samsung, qui augmente, lui, en passant de 17 à 22% environ. Et ensuite, on a Asus, Lenovo et Amazon. Donc, quoi qu'on en dise, Apple est toujours en tête des tablettes, on va dire premium. On va dire ça, elle a plus de 250 euros. Ça représente quand même 16,4 millions d'unités vendues, tout de même. Tout de même, sachant que la gamme actuelle, elle était lancée à l'automne, c'est ça ? Elle était lancée à l'automne avec des retards sur l'iPad mini Retina qui est arrivé très tardivement. Ouais. Donc c'est pas si mal que ça. Non. Après, c'est vrai que Apple, à mon avis, si il y avait ces mêmes chiffres par tranche de prix, trusterait les premières places en valeur, quoi, parce qu'ils vendent vraiment que du haut de gamme. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de noter aussi, c'est que Samsung, donc, qui est le deuxième sur le marché, suit Apple avec, j'ai envie de dire, seulement 11,2 millions d'unités. C'est plus de 4 millions de différence avec son précédent. Et surtout, en les 3e, 4e et 5e positions, ce ne sont que 2,5 millions d'unités. Oui, donc là, la chute est vertigineuse entre le 2e et le 3e. La suite derrière, c'est que des miettes, quoi. Ouais.
Et Xavier, toi, ces ventes qui commencent à stagner en tablette, tu l'expliques comment? Il y a plein de... Moi, je ne ferai pas beaucoup de commentaires sur le marché de la tablette parce qu'on n'y est pas ou on va y arriver. Hein. Notre Lumia 2520 a eu un petit retard à l'allumage, donc elle sera bientôt disponible sur le marché français. Elle est sur d'autres marchés. Chez Microsoft, il y a des surfaces qui existent, l'arrivée de la 4G. Donc je pense que le marché va un peu se déplacer entre la tablette ultra connectée qui permettra de travailler et d'être dans un environnement de bureau vraiment très productif, avec notamment la connexion 4G. Et ensuite, vous avez des tablettes plus pour jeux, plus pour les adolescents, plus pour les jeunes, qui elles peuvent être dans toute gamme de prix. C'est vrai que quand on rentre dans un supermarché aujourd'hui, on voit des très bas de gamme et des choses comme ça. On entend beaucoup de parler de retour SAV aussi très rapide. Oui. Voilà, donc il faut savoir faire le bon choix, à la fois de la plateforme, du système d'exploitation. Qu'est-ce que je veux en faire vraiment? Est-ce que c'est pour jouer? Est-ce que c'est pour travailler? Et puis de l'usage que j'en fais tous les jours. Donc c'est vrai que ça va être compliqué pour le consommateur parce qu'il faut qu'il trouve la bonne tablette adaptée à ses usages. Oui, c'est vrai que quand on débarque dans un magasin, qu'on voit des tablettes à 70 € sous Android, donc constructeurs dont on n'a jamais entendu parler, les gens, j'ai l'impression ils disent mais c'est pas possible, il y a quelque chose, il y a un anguille sous roche, et du coup ils achètent pas, ils retardent leur achat et du coup ils achètent pas du tout. Je sais pas, en même temps, entre choisir une tablette no-name avec un écran en bois, parce que, il faut dire ça aussi, une autonomie digne d'un pédalo, ce qui vaut mieux pas s'abstenir. Oui, c'est assez... Voilà, moi je pense qu'ils ont raison, très honnêtement, ils ont largement raison de s'abstenir. C'est mon avis, parce que l'écran, la qualité d'écran sur ces tablettes d'entrée de gamme est catastrophique. Oui, et c'est essentiel pour une tablette. Et là, on me dit qu'on a retrouvé Samy Toupé. Alors, on va tout vous dire. Samy, cet après-midi, au lieu de travailler, s'est amusé dans une conférence de presse donnée par le géant, parce qu'on vraiment, même si la marque n'est pas trop connue en France, c'est un géant au niveau mondial, Huawei. Donc, Huawei, qui veut dire Huawei. Et donc, ils ont profité de la belle ville de Paris, pour annoncer au niveau mondial l'arrivée de leur nouveau smartphone, l'iPhone P7, qu'on peut voir sur la vidéo. Donc ça, c'est le CEO de Huawei. Et donc très fiers, parce qu'ils sont le 3e au niveau mondial des ventes de smartphones. Donc là, on peut voir Samy, un expert de la vidéo, qui nous filme ça avec comme un pro. Alors, qu'est-ce qu'ils ont annoncé ? Et le voilà, le fameux. Une mise en scène légèrement impressionnante quand même. Ils ont annoncé le P7. Donc le P7, c'est d'abord un smartphone très fin, 6,5 mm, donc c'est je pense le plus fin du marché. Et on a la chance d'en avoir un avec nous. Le voilà. Donc on voit, c'est un smartphone plutôt haut de gamme, qui dispose d'un processeur maison de 4 cœurs à 1,9 GHz, qui dispose de 2 Go de RAM, voilà, qui est bien entendu 4G, 5 pouces Full HD, et qui a la particularité, outre sa finesse, d'être optimisé pour tout ce qui est selfie. Marie selfie, comme tout le monde le sait. Donc les selfies grâce à une caméra frontale de 8 mégapixels, donc la concurrence généralement est autour de 1,3, 2 mégapixels, voire 5 sur certains Acer. Donc c'est nettement plus que la concurrence. Il y a également la possibilité de faire un selfie panoramique. Donc ça, c'est pour battre les records du nombre de personnes sur un selfie, je pense. Il y avait un concours cet après-midi à l'EFAP. Ouais, ils ont également, je crois, ils ont inventé un nouveau mot. Ah. Le Grouphy. Grouphy. Oui. Alors, comprenez, c'est pas un nouveau personnage de Disney. Ouais.
c'est simplement la contraction de de groupe et de selfie, donc groupe fille. Je pense que Samy nous en a fait un sur place. Donc, alors, on finit avec le produit, puis après on verra. Je crois que il a eu la chance d'interviewer une personne de Huawei qui va nous montrer un peu ça. Bon, au niveau du design, pour être tout à fait franc, il y a quelques détails qui rappellent furieusement d'autres produits. Donc, voyons le dos. Et maintenant, voyons le dos de celui-ci. Donc, alors là, on voit bien, ça c'est donc le Sony, c'est écrit là, en gros, et là c'est le Huawei. Donc il y a vraiment un air de famille, je trouve, un air de famille encore plus évident quand on le tourne sur le flanc et qu'on voit le bouton d'allumage, le fameux bouton, merci Xavier, circulaire et latéral d'allumage, et là, franchement, il y a un air de famille quand même. Hein. Bon. Ceci, ça n'empêche pas d'être, peut-être, je ne l'ai pas encore testé, un très bon smartphone. Mais au niveau du design, on va dire, on sait de qui ils se sont inspirés. Bon, après, il y a pire que Sony en design, hein, donc il me fait s'inspirer de celui-ci. Donc, je propose qu'on lance un peu l'interview que Samy a réalisée pour nous. On va tout savoir donc, sur ce produit, sur la marque et sur sa stratégie. Je suis avec François Ingant. Bonjour François. Bonjour. François est donc responsable marketing chez Huawei France, plus précisément sur la division terminaux. Les ambitions de Huawei avec ce téléphone, elles sont grandes, on le sent. Quelles sont pour ça les principales features qu'on va mettre en avant sur ce téléphone ? Alors déjà, comme je l'ai déjà dit, le design, on a vraiment une superbe intégration de toute la technologie de Huawei. La première étant un superbe écran, donc 5 pouces, Full HD, une super expérience caméra, donc devant 8 mégapixels, derrière 13 mégapixels, et dernier, ça reste un smartphone 4G, donc c'est un smartphone avec une super autonomie et surtout donc une innovation en termes d'intégration pour intégrer les antennes dans ce smartphone pour à la fois avoir cette épaisseur de 6,5 mm et aussi des super performances côté radio. Et on a vu aussi pas mal un focus particulier sur l'appareil photo. Donc sur l'appareil photo, on a un appareil photo devant qui est en 8 mégapixels qui va vous permettre de faire des super selfies, puisque c'est le mot à la mode, mais aussi des groupies. Donc le mot groupe est important pour nous, parce que du coup on va avoir des selfies qui vont être panoramiques. On va pouvoir prendre donc pas uniquement une voire deux personnes à moitié, mais jusqu'à 5 personnes, comme l'a été montré dans la présentation. Alors c'est vrai qu'on a parlé de l'épaisseur de l'appareil qui est vraiment impressionnante, qui est de 6,5 mm pour un téléphone, un smartphone 4G, mais moi j'ai trouvé également le poids très léger, j'ai trouvé vraiment très léger en main. Alors ce téléphone il sera disponible quand et à quel prix en France ? Alors la France est un des pays qui le lance mondialement le 2 juin. Il sera disponible aujourd'hui avec un prix de 449 €. Et on travaille pour faire un super prix pour la France, et de toute façon vous serez informés. Donc on en sait un peu plus, donc le prix, 499 €, en gros c'est entre 449 €, pardon, donc c'est en gros 150 à 200 € moins cher, 200 € moins cher que les hauts de gamme des marques un peu plus connues. Par exemple le Z2 qu'on verra plus tard est à 699 €. Donc c'est un produit bien placé en prix, léger. Bon après la finition, Laurent, t'en penses quoi ? Écoute, moi j'ai juste pris en main avant de commencer l'émission, ça me paraît léger, effectivement. Après, est-ce que c'est difficile de se faire une idée comme ça, donner un avis aussi rapide. Je pense qu'il faut l'essayer et puis on verra après, on verra ce que ça donne. C'est vrai que le design très anguleux, pas très inspiré, on va dire. Enfin, pas très original, plutôt que inspiré, mais après, un téléphone reste un téléphone, il faut qu'il remplisse les fonctions qu'on attend de lui. Et c'est là l'essentiel. Bon, en tout cas, on a hâte de jouer un peu plus avec ce produit. Et on est plutôt fiers que Huawei ait choisi Paris pour le lancement mondial. C'était la conf, c'était en ligne à 2 ou 3 heures. C'était à la Mutualité. Donc, un lieu qui est souvent utilisé justement pour des grands événements. Je pense que c'est symptomatique très probablement de leur volonté d'accéder au marché européen. On choisit Paris parce que Paris est un Paris est magique. Oui, c'est vrai qu'il y a un match ce soir. J'oubliais. Non, mais parce qu'effectivement, Paris est quand même central au niveau européen, c'est un gros marché au niveau des téléphones mobiles, et que voilà, je pense que il faut voir que la marque a besoin de s'installer, de se créer une image, du moins de la renforcer si elle n'est pas à créer. Donc, à voir. Ok.
Bon, bah, je crois qu'on a à peu près tout dit sur ce P7, qu'on attend donc d'ici quelques semaines. Laurent, je te propose de rapidement revenir sur 2 points d'actu avant d'attaquer les... Très vite. Oui, très vite. Alors, on a entendu parler de rumeurs. Des rumeurs concernant Apple, encore une fois, c'est décidément le gros sujet sur le net. Donc l'iPhone 6, jusqu'à preuve du contraire, il devrait s'appeler comme ça. Des photos ont fuité. Les rumeurs vont bon train. Personnellement, je pense qu'il n'y a vraiment pas de quoi en faire un plat. Comme souvent, c'est un peu tout et n'importe quoi. C'est de la divination. Faut être très clair. Il y a quelques recherches qui ont été faites malgré tout. Alors un écran, on entend un peu de tout. Je vous jette ça comme ça. Vous en ferez votre propre opinion. Mais un écran de 6 pouces, un verre Gorilla en saphir, une production limitée à 100 000 exemplaires. Alors ça, à mon avis, c'est le truc. C'est digne d'Elisabeth Tessier. 100 millions d'exemplaires. Et surtout, alors la plus farfelue à mon sens, c'est un prix au-dessus de $1000. Donc équivalent euro pour nous. Autant vous dire que je pense que c'est complètement... c'est aberrant. Donc, ceci dit, aujourd'hui, le plus cher, je crois qu'il est à 895, un 5K 64, 128 Go. Oui, 128 Go, mais je pense que jusqu'à présent, Apple a eu tendance à faire baisser ses prix ou les faire stagner, quel que soit le modèle, en arrivant avec les nouveaux modèles. Ça m'étonnerait qu'ils fassent vraiment augmenter le prix de leur smartphone emblématique, aussi doté de technologie, de verre saphir, bordé de diamants, ce que vous voulez. Je n'y crois pas une seconde. Voilà. Bon, après, comme toujours, je peux me tromper, mais ça serait très étonnant. Ça spécule beaucoup sur les tailles d'écran. Oui, 4, 7, 5, 6... il parle de phablettes, on parle de phablettes, donc 5, 6 pouces. Je pense qu'il est urgent d'attendre. Voilà. Ok. Un autre produit ? C'est le deuxième qui suit, le concurrent direct, Samsung et son S5 K-Zoom. Alors le S5, d'accord, on connaît. Voilà, que vous connaissez. Donc K-Zoom, pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont mis un zoom optique sur un S5. Donc un processeur quad-core 1,6 GHz, c'est 2 Go de RAM, Android KitKat 4.4 avec un écran de 4,8 pouces. En 720p et, a priori, enfin, un bouton physique pour le déclencheur. Alors, quoi de neuf, franchement, j'aurais doué pour la divination pour déclarer qu'un appareil photo est doté d'un déclencheur. Bon, pourquoi pas. Donc, courant du mois. Donc, il est officiel, je veux dire, on spécule pas. Le produit a été annoncé, on a les specs officiels, on va dire, et avec un zoom donc qui fait 24-240 mm. Alors exactement, l'équivalent. L'équivalent 24-240. D'accord, donc c'est plutôt pas mal. Les specs sur le papier, c'est extrêmement intéressant. Je pense que Xavier, qui a dans sa marque un appareil qui est doté d'un très très bon capteur, pourra nous en parler longuement. On a eu un capteur de 41 pixels tout à fait dans notre Nokia Lumia 1020. Bon, on va étudier la concurrence avec impatience. Mais pour le moment, le Nokia Lumia 1020 gagne encore beaucoup de benchmarks. Il vient d'être compatible avec le logiciel des laboratoires DxO pour modifier les images issues du smartphone. Et il va avoir droit à la mise à jour Lumination très prochainement à l'été, qui va lui redonner une seconde jeunesse au niveau de l'interface et des applications. Et il demeure transportable, utilisable au quotidien comme un téléphone. On l'a dans la poche, on a un véritable capteur de 21 mégapixels dans la poche. Et enfin, même avec la mise à jour, les fonctions photo vont être encore améliorées. Vous allez découvrir plein de belles choses dans la mise à jour. Donc c'est 41 mégapixels, on n'est pas à 41 pixels. Oui, mais... mégapixels. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Voilà. C'est tellement énorme, je crois qu'il a été utilisé même par une société de drones, Lehman Aviation, pour le coller sur un de ses appareils pour faire de la photogrammétrie. Et National Geographic l'utilise pour faire des reportages, donc il y a plein de cas d'utilisation. Grégory Nguyen aussi l'utilise beaucoup pour faire des photos de ses enfants. Grégory Nguyen, je sais pas si vous connaissez. Bon voilà, on a fait une actualité donc très très riche. On respire 5 minutes. Allez. 5 secondes, allez. 5 secondes et on se retrouve. On se retrouve tout de suite. Et
on va attaquer la première partie de notre dossier spécial Nokia, que j'ai intitulé un peu, pour énerver Xavier, Nokia c'était ça. Donc il y a eu beaucoup de chamboulements, on va dire, dans la société. Donc Xavier, tu peux confirmer, ça bouge. Et on a eu l'idée de faire un petit point sur Nokia, parce que Nokia, pour moi, on a tous une histoire avec Nokia. On a tous eu un Nokia. Je pense que des gens comme nous, quoi, de 20-25 ans, notre premier téléphone était souvent un Nokia. Et, donc c'est une marque vraiment emblématique. Donc Nokia. Bon, je suis passionné d'histoire, c'est parti. Allez, dans un petit village de oh là. Donc c'est une marque, donc, tout le monde le sait, hein, finlandaise au départ, qui a ses premières activités au milieu du 19e siècle. Ça a commencé dans le papier. Ouais. Puis après, toute l'histoire, elle est relativement simple. Elle part du fil électrique, en fait. On a commencé à faire de la production de pâte à papier, et la pâte à papier et le papier a servi d'isolant au fil électrique. Ensuite, on a isolé ces fils électriques, on les a mis dans des cabines pour faire soit des installations électriques, soit des centraux téléphoniques. Avec le caoutchouc, on a mieux isolé le fil électrique, et on en est arrivé à construire la téléphonie fixe, puis après mobile. D'accord. Et c'est en 92 où alors Nokia a participé à la construction de la norme GSM, a été un des principaux artisans de cette norme, et a été passé le premier appel en mode GSM, c'est-à-dire en numérique. Voilà, et Nokia était très très fort parce qu'il a réussi à construire à la fois la partie réseau, Nokia Networks, qui subsiste aujourd'hui, hein, qui est très bien représenté en France et qui construit beaucoup de réseaux en France, et la partie mobile, qui vient d'être cédé donc à Microsoft. D'accord. Donc c'est à partir de 92 où Nokia a arrêté les autres activités, le pneu, tout ça, pour se concentrer sur la téléphonie. Ça a été cédé, par exemple en France, la première histoire de Nokia France, ça a été de racheter la société Radiola qui faisait des télévisions. Rappelez-vous les marques Telefunken, il y avait une superbe pub Telefunken. Voilà, donc c'était les premières activités en France, c'était autour de ces éléments-là de télévision. D'autres activités électroniques, des armoires électriques et des choses comme ça, et aussi des pneus et des bottes. Donc vous pouvez acheter des bottes Nokians ou des pneus Nokians en Finlande, qui existent toujours. Qui existent toujours. Toi qui es furieux de VTT, je pense que tu dois connaître les pneus Nokian. Oui, tout à fait, oui. Tout comme toi d'ailleurs. Oui. Voilà. Le roi de la pédale. Donc Nokia, en 98, est devenu le premier constructeur de téléphone mobile au monde. Et demeurer à cette place jusqu'en 2011 à peu près, on va dire, Xavier. Vraiment très longtemps. Alors peut-être pas 2011, ça dépend des instituts de sondage, comment on calcule tout ça. Mais c'est vrai que Nokia a été une marque prédominante jusqu'à 35-38% de part de marché dans le monde, et qui avait toute une gamme de produits qui plaisait à l'ensemble des consommateurs. Et c'est la marque moteur pour la démocratisation de la téléphonie mobile. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Dans certains pays, on ne parle pas d'un mobile, on parle d'un Nokia, ça existe encore. On estime, nous, qu'il y a 1,3 milliard de personnes qui utilisent un Nokia dans le monde. Alors, il n'y a pas 1,3 milliard de personnes qui utilisent une Peugeot ou qui utilisent une Rolex. Donc, on est une des marques les plus portées dans le monde. Ah, c'est clair. Donc, alors, on va voir défiler des téléphones. On en voit un derrière Xavier. Donc celui-ci, c'est le Cityman qui date de 87. Qui est un téléphone analogique, celui-là, qui n'est pas GSM. Mais c'était le premier véritablement transportable. Avant, il y en avait eu quelques-uns qui pesaient 25 kilos et qui coûtaient aux alentours de 30 000 francs, ou des choses comme ça. Je crois qu'il y a un certain Gorbatchev qui l'a utilisé, celui-ci. Celui-ci, L'histoire, hein, Laurent. Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. N'est-ce pas? Moi, je t'ai pas né, mais j'ai lu. Comme ça. Donc on va voir d'autres téléphones. Alors celui-ci, c'est le 1011, si je ne me trompe pas, Xavier. C'était le premier capable d'envoyer un SMS. Ça ne nous rajeunit pas toujours. Oh là 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 là. C'est peut-être celui-ci, le 1011 en fait. Si, c'est ça, c'est le 1011. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Celui-ci. Alors celui-là, il a une belle histoire, c'est le 1100. C'est pas le plus connu, je trouve, en France, mais Xavier, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce 1100? Attention. De tête, c'est pas celui qu'on a vendu au Nigeria. Non, c'est pas ça. C'est le téléphone, le modèle le plus vendu au monde. Le plus vendu au monde. 200 millions. Alors il y a une comparaison avec le 3310 aussi sur ces chiffres-là, mais. Ah ben c'est.
Mais, selon mes sources, c'est 200 millions de ce produit. C'est ce petit modèle-là qu'on a vendu en quantité. Oui. Mais c'est impressionnant, 200 millions de ce produit-là précisément. Je pense, y a pas vraiment... Mais dans beaucoup de pays au monde, ces petits mobiles sont, alors peut-être pas celui-là, mais ces mobiles-là sont le seul accès à Internet pour de nombreux utilisateurs. Celui-ci date de 2003, si je me trompe, mais il a été vendu pendant plusieurs années. Hein. Alors, il y a eu des refresh, des refresh, des petits rafraîchissements. Oui, il a été colorisé aussi, après il y a eu des versions couleur. C'est un choix vraiment que j'assume, subjectif. Hein. C'est les téléphones Nokia qui m'ont... Ah, un beau E71. Ah, le E71. Celui-ci, c'était... il est un peu vieilli aujourd'hui, mais c'était le portable vraiment exceptionnel. Moi, je l'ai trouvé vraiment super. Je l'ai utilisé des années. Il était solide, il y avait un clavier. Très pratique, on pouvait se connecter à tout type d'email facilement, un peu d'instant messagerie. Et c'est un des premiers mobiles sur lequel on a vraiment développé la cartographie, comme le montre la photo, donc ça permettait de bien se guider. Celui-ci a très très bien marché. Et la gamme E-Série, elle avait très très bien pris dans les entreprises. On a même là sur la table un communicateur 40 des Greg. Donc c'est voilà, le communicateur. Un bel ancien. Le premier communicateur il est de 96, il me semble. Ça doit être un des... Ça, c'est déjà presque un des derniers. Ouais. Qui était le communicateur. Il y a un célèbre film avec Steven Seagal qui utilise un communicateur. Oh, y a pas que, pour envoyer un fax depuis un train. Piège à grande vitesse. Attention. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut voir là? Là, c'est le 5800, oui. Ça, c'était le premier tout tactile, on va dire, chez vous? C'est notre premier téléphone tactile, oui. Notre première expérience tactile, utilisant Symbian, utilisant un écran qui a très très vite été comparé à celui du premier iPhone. Et qui a été, pas un énorme succès, mais... je pense qu'en France... Non, il avait été bien vendu, et on avait mis tous les moyens avec, mais très vite, malheureusement, l'iPhone là... Et c'est là où on s'est aperçu des limites de Symbian, qui était une arborescence un peu trop compliquée pour naviguer dans les différentes applications. Donc, on en va... alors là... C'est la N-Gage. Bon. C'est sur les dossiers, là. Une belle expérience, la N-Gage. D'abord, il y en a eu deux. Ça, c'est la première. Il y en a une autre qui s'appelait N-Gage QD derrière. Qui était plus petite. Qui était plus petite, qui était plus agréable. Mais on avait vraiment des beaux jeux. Grâce à nos amis de Gameloft, par exemple, ici en France. Il y a eu vraiment des très, très beaux jeux. Et ça plaisait. Après, certains se sont amusés à téléphoner sur la tronche et à faire des grandes oreilles. Mais voilà, ça fait partie de la culture de Nokia. Et ça nous a mis le pied. Alors, il n'y avait pas encore de store réel, mais c'était vraiment la première démarche de se dire que le mobile était un smartphone et qu'on pouvait faire plein de choses, du jeu, de la musique. Vous voyez les touches qu'il y avait à l'époque. Ça, c'est 2003, c'est ça la première. Et puis, on souffrait déjà de la qualité des écrans qui n'étaient pas assez bons, des choses comme ça. Alors, on va en voir d'autres. Alors celui-ci, je crois qu'il te tient à cœur. Ça, c'est une belle expérience. Nokia 7710, un peu notre première tablette basée sur une base de Linux. Et puis sur celle-là, moi, j'ai défendu un très beau dossier qui malheureusement n'a pas abouti en France et puis après en Europe, qui était le DVB-H, c'est-à-dire la diffusion de la TNT en mode broadcast, c'est-à-dire qu'on reprenait le flux de la TNT qu'on reçoit aujourd'hui en digital dans nos maisons et on avait adapté pour pouvoir le recevoir en temps réel en broadcast. Donc, c'est-à-dire que le match de foot de ce soir, tout le monde aurait pu le recevoir en même temps sur son mobile parce qu'on n'utilise pas du tout la bande passante 3G, mais on utilisait le système de télédiffusion comme on reçoit la télévision. Malheureusement, ce projet a été avorté, faute de fréquence, faute d'accord, faute de choses comme ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'on arrivera à faire de la diffusion de contenu multimédia en mode broadcast en utilisant les futurs réseaux, même peut-être en utilisant la 4G. Il y a quelques expérimentations qui commencent à faire, mais je pense que c'est intéressant d'avoir le mode broadcast sur un mobile pour, par exemple, recevoir le journal tous les soirs à 22h30. Et on pourrait diffuser sur abonnement le journal, un PDF, on pourrait diffuser un hebdomadaire, on pourrait diffuser une émission de télévision vers l'ensemble des consommateurs en mode broadcast. Ouais, je savais que celui-ci te ferait beaucoup parler. Alors, le N97. Le N97, un des derniers sous Symbian. Là, on est en 2007. Avec un design audacieux. Ouais, très audacieux.
qui était un beau produit, fort sympathique. On avait même sorti une version Gold absolument superbe. Voilà, après il a souffert de la complexité de Symbian et le consommateur avait un petit peu de mal à s'y retrouver. Mais il y avait déjà beaucoup de widgets, vous voyez le logo Ovi, donc le fameux store, on a été quand même un des premiers à avoir un store d'applications. Voilà, après on n'a pas été très bon dans son marketing et dans sa communication autour, mais on était des pionniers. Ouais, il y avait c'était l'iPhone qui trustait. L'iPhone avait déjà bien commencé. Ouais. Et puis les développeurs avaient beaucoup plus commencé à développer. Alors, celui-ci. Une autre tablette sous Linux, c'est N810. N810, prolongement de celle qu'on avait avant sur 70. Première petite tablette Nokia qui était un beau produit. Sous Maemo, ça. Sous Maemo, sous un autre OS. Ouais. Après, il y a eu le N900. On a fait un N900 et on a perduré dans cette voie, mais bon, c'était des petits produits simples. Alors. Le Nokia Booklet, qu'est-ce que c'est que ça? Le Nokia Booklet, un ovni dans la galaxie Nokia. Mais il est gros. Sur Windows XP, Windows 7 d'ailleurs, même je ne sais plus lequel. Sur 7 peut-être 7, déjà. Qui était 3G, qui était un beau produit qu'on n'a pas lancé nous en France finalement, qu'on a lancé dans quelques pays, qui était très cher, qui était un positionnement intéressant et luxe, mais bon, on n'a pas été suivi par les opérateurs. C'était pas encore la mode des netbooks. C'est une sorte de netbook de luxe, quoi. Oui, mais on était précurseurs un peu. Il y a eu un marché des netbooks. Voilà, et dans les business plans, on pensait que les opérateurs allaient le subventionner, et ça n'a pas été le cas. Donc, mais c'était une belle expérience. Très belle qualité, ça. Ah oui, il était superbe. Il était superbe. Et ça, donc, c'est le 808 PureView. Ouais, le dernier Symbian. Le dernier Symbian. Équipé de son capteur de 41 mégapixels. Un très beau projet. Bon, ça servait un peu de laboratoire à toute l'expérience PureView. Mais toutes nos équipes imaging, donc qui travaillent autour de la photographie, avaient développé tout le savoir-faire PureView, qui est un mélange à la fois d'optique développée par Carl Zeiss, d'algorithmes développés par les techniciens de Nokia et par des passionnés de photographie. Il faut les rencontrer, ces gens-là, c'est des gens mais absolument passionnants. Et donc, ils ont réussi à implémenter dans le Nokia 808, qui a été le dernier Symbian, et ils ont réussi l'exploit de quelques mois après de le reporter dans un Nokia Lumia, donc le 1020 dont on parlait tout à l'heure. C'est le papa du 1020, quoi. On a transféré toute la technologie, tout le savoir-faire de Symbian à Windows Phone avec le délai d'attente, le temps que Windows Phone soit à la hauteur de gérer l'ensemble des API. Mais Nokia, c'est également ça. Un slogan, je pense, qui a fait le tour du monde, qui a été dérivé. Alors là, c'est vraiment un vieux logo. J'ai trouvé, j'ai fouillé. Et les mains, très connues. Le Nokia Connecting People. On a entendu, on l'a vu dériver, détourner. Oui. Et Nokia, c'est aussi du son. Attention, tout le monde va reconnaître. Qu'est-ce que c'est que ça, Xavier? C'est cette sonnerie polyphonique? C'est la fameuse valse, le Nokia Tune, qui est connu dans le monde entier, qui a été adapté de je ne sais plus quelle source, mais qui est vraiment très très connue et qui est reprise dans l'ensemble de nos mobiles, qui a connu des évolutions. Il y a des sites bien faits qui racontent toute l'histoire de l'évolution de ce Nokia Tune. Et ce que je disais en préambule, c'est une sonnerie qu'on a tous entendue sonner dans sa poche, une sonnerie qu'on il y a même des vidéos célèbres sur YouTube où on voit des concerts malheureusement arrêtés par une sonnerie de portable et où l'orchestre se met à jouer la fameuse Nokia Tune. Il y a des grandes chances sur Nokia, effectivement, qui interrompent ça. Donc voilà, donc Nokia qu'on a pu voir, c'est une longue histoire. Voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est que Nokia, la société, continue en Finlande. Elle s'appelle Nokia Corporation. Elle a un nouveau site web qui s'appelle Compagnie, en l'anglaise, NY à la fin, .nokia.com, et compagnie.nokia.com vous explique les trois anciens mais nouveaux métiers de Nokia, à savoir Nokia Networks qui construit les réseaux, qui travaille autour de la cartographie, tout ce qu'on avait acheté avec Navtech reste chez Nokia Corporation et va se mettre à développer des solutions et des applications autour de la cartographie. Microsoft va les intégrer sous les formes des applications IaaS. Et enfin, on a créé un département qui s'appelle Advanced Technologies, qui est l'ancien Nokia Research Center,
Et ces personnes vont continuer à développer la communication, les télécommunications mobiles du futur. Ils sont en train de travailler sur la fameuse 5G, sur des différentes choses autour de l'interface homme-machine avec le mobile, et peut-être sur différentes textures. On parle d'écran souple, on parle de tas de choses comme ça, qui sont toutes ces recherches que Nokia va continuer. On y revient dans un instant. On continue. Oui, on continue, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc, Nokia, c'est de l'innovation, on l'a vu. Ils n'hésitent pas à inventer des designs, des form factors vraiment différents. Alors, Nokia, on revient un peu dans quelques minutes pour savoir. Je crois qu'il y a une deuxième partie assez sympa. On se retrouve donc dans 1 minute. Non, 1 seconde. C'est à chaque fois. Alors, on a déjà beaucoup parlé des 3 gros smartphones Android qui ont été annoncés à Barcelone. Donc le HTC One M8 a été annoncé 1 semaine ou 2 après. On a eu le Galaxy S5 et on a eu le Xperia Z2 de Sony. Ouais. Donc que j'ai pu tester à fond, et le voilà. Donc, hop, voilà. Donc, de prime abord, c'est un Z1. Hein. Faut pas chercher un bouleversement au niveau design. Je pense que dans la rue, quelques experts seulement pourront voir la différence. Donc, ils reprennent le principe du dos en verre, donc un verre renforcé, bien sûr, solide. Ils reprennent le principe... Voilà, on voit mieux. Voilà. Donc le design est vraiment proche, avec donc ce dos en verre, des flancs métalliques, et voilà, donc le voilà de face. Donc les différences par rapport à la première génération, ça va être un écran légèrement plus grand, donc on passe de 5 à 5,2 pouces, tout en conservant la même résolution, donc une résolution Full HD. Et autre différence, c'est que le processeur, c'est le tout nouveau Snapdragon 801, donc avant il y avait un 800, donc vous n'entendez pas un bouleversement, hein. Ça reste du très puissant, du très rapide, donc les différences sont pas énormes au niveau processeur. Par contre, on passe de 2 à 3 Go de RAM, donc ça c'est pareil, il y a des gros jeux qui utilisent plus d'1 Go de RAM, mais au-delà de ça, c'est plus du marketing que d'un besoin réel. D'ailleurs, faut pas s'y tromper, le HTC One M8 et le S5 sont restés à 2 Go. Donc c'est pas indispensable les 3 Go, mais bon, c'est un plus, on va dire. Est-ce que c'est pas nécessaire par l'adoption de la capacité à filmer en 4K ? Bah, le S5 filme en 4K. Il n'a pas besoin de plus. Voilà. Okay. Donc il y a... Je remballe. Bim. Non mais je remballe. 1-0. Donc en revanche, donc comme tu disais là, donc si l'appareil photo reste le même dans ce qui concerne son capteur, donc on a toujours le 20 mégapixels tiré des modèles des compacts de la marque, donc sur le papier un truc vraiment excellent. Il peut donc désormais filmer en 4K. Bon, pareil, est-ce que c'est vraiment utile aujourd'hui de filmer en 4K, ou est-ce que c'est pour dire... disons que ça va dans la continuité de ce que fait Sony. Mm-hmm. Hein. Sony pousse beaucoup les télé 4K. Ils en avaient d'ailleurs présenté sur le salon un film fait à partir du Z2, exploité sur une télé 4K. Alors effectivement, c'était comme toujours magnifique, de belles images, etc. Bon, est-ce que tout le monde va brancher son smartphone sur sa télé 4K de 82 pouces, si mes souvenirs sont bons, qui était absolument magnifique et bien évidemment hors de prix? Je ne pense pas. Bon, c'est encore un argument de plus, mais pourquoi pas. Voilà. Pour profiter de la 4K, Sony a décidé d'améliorer l'écran. Donc il y a une nouvelle technologie qui utilise des polyphosphates LED. Attention. Donc, en gros, la luminosité est vraiment en net progrès par rapport au Z1, qui avait des couleurs un peu palotes, moi je trouvais. Là, on a un très très bel écran, aux couleurs plutôt réalistes, et qui résiste plutôt bien aux reflets. Enfin, l'écran est en net progrès. Sony a également pas mal travaillé sur le son, à 2 niveaux. Maintenant, il présente un haut-parleur là et un haut-parleur là. Donc on a des haut-parleurs en façade puissants.
je vais faire des Larsen et tester. Non. Il me dit non, j'ai des grands signes. Non, on teste pas le son. Donc, deux haut-parleurs façade et une prise casque d'un genre nouveau. Bon. De prime abord, rien d'exceptionnel dans ce prise casque. C'est un trou rond, vous pouvez le voir, à l'intérieur duquel on glisse un casque. Non. Un connecteur. Ce qu'ils ont fait, alors ça, moi j'adore. Hein. C'est vraiment la killer feature pour moi. Attention. Voilà. Killer feature. Killer feature, c'est de l'allemand. Ça veut dire. Bon. Alors. Moi j'aurais dit du belge. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont rajouté. Alors là, attention, ça va être difficile à montrer à la caméra. Attends, c'est là, là. Sur le jack, ils ont rajouté un anneau supplémentaire. Donc en gros, c'est un connecteur supplémentaire et qui permet d'alimenter qui permet d'alimenter en énergie donc ce casque, car ce casque qui est fourni est un casque à réduction de bruit active. Oui. Donc le principe est connu, des micros dans les oreillettes analyse le son ambiant et génère à partir de là un contre-bruit qui annule ce bruit désagréable. Ta voisine dans le TGV, le métro... les enfants à la maison. Voilà, les joies de l'open space, voilà. Je parle pour moi. Et alors, le problème de ces casques, c'est qu'il faut penser à les recharger. Et là, plus besoin. Parce que c'est alimenté en électricité par le téléphone. Et la filtration est très très bonne. On est vraiment à l'équivalent de casque à plus de 100 € au niveau son. Et avec cette option-là, moi je trouve ça assez bien vu. Laurent, ce que t'en penses ? Moi je l'avais essayé brièvement lors de la... Mais tu fais beaucoup de choses brièvement, toi, en oui, ce moment. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais. Je l'avais donc expérimenté brièvement lors de la présentation officielle il y a quelques mois de ça. Peu après le salon, encore une fois. J'aime bien se dire à San Francisco, Los Angeles. Non, à Paris. Non, effectivement, bon, le casque fonctionne bien, bruit d'avion, etc. Le train, ça marche plutôt pas mal. Mais c'est côté pratique, hein, parce que moi, j'utilise toujours un casque anti-bruit. Et dans une fois, j'ai dit, je l'ai pas rechargé. Alors que le téléphone, on pense tous les soirs à le charger. On arrive à la maison, on le pose et puis on charge. Non, ils ont bien pensé leur. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Donc voilà, le produit est disponible depuis quelques jours à peine. T'oublies de dire qu'il est, comme le Z1, il est étanche. Je crois que de mémoire, c'est le même principe, étanche. Le même principe, mais je crois que l'étanchéité relative a été améliorée encore un petit peu. C'est du IP58 IP58 ou IP67, Donc en gros, c'est 30 minutes sous un bon mètre d'eau. Moi je dis un bon mètre, comme ça. Ouais. Enfin, vous pouvez le laisser tomber dans l'eau, sans risque de flinguer. Dans l'eau, par contre, au sol, le dos reste en verre. Même s'il est assez robuste, ça reste du verre. Il reste, la seule précision, je crois, là-dessus, sur l'étanchéité, était que c'était de l'eau douce et non pas de l'eau salée. Donc, évitez la mer. Ou alors, il faut rincer le téléphone. J'en ai parlé à des ingénieurs nippons. C'est bon pour l'eau de mer, mais il faut un rinçage après, à l'eau douce. Parce que ça oxyde. Parce que là, comme on a pu voir, il n'y a pas de cache sur la prise casque. Alors que les autres prises sont dissimulées sur des caches plastiques avec des petits joints toriques. Donc voilà, je pense que pour eux, l'eau de mer, c'est bon. Pas très longtemps, mais après, on rince et c'est reparti. Donc voilà. Donc une très très belle finition. Un smartphone puissant. Qui est un peu cher, qui est dans les plus chers je pense du moment, à 699 en 16 Go. On peut mettre une micro SD de 128 au maximum. Que dire de plus que moi je suis encore un peu déçu de l'appareil photo. Sur le papier c'est terrible, mais dans les faits le S5 fait aussi bien, voire mieux dans certaines circonstances. Voilà. Alors que potentiellement c'est le même capteur qu'un compact haut de gamme. Donc bon, on peut être un peu déçu. Donc voilà pour l'Xperia Z2. On va passer rapidement à un deuxième téléphone. Le HTC, si je ne m'abuse. Oui, le Desire 816. Ouais. Tu dis 816 en anglais, donc je le montre. 816. Yes. Donc voilà. Donc ça, on peut le dire, c'est une phablette de milieu de gamme. Phablette parce qu'il a un écran de 5,5 pouces. Et... milieu de gamme parce qu'il est vendu 389 €. Donc ce produit donc a un écran HD, donc 720p, 720 par 1280. Il a un processeur Snapdragon
à 4 cœurs qu'un ancien 1,6. Il est 4G bien sûr. Un appareil photo 13 mégapixels, donc il n'a pas la techno ultra pixel du One M8 et du One premier du nom. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il embarque donc 8 Go de mémoire plus un slot micro SD. Alors a priori en France il arrivera qu'en version mono SIM. Il y a une version en Asie en dual SIM et c'est une nano SIM comme le M8. Donc si vous avez un autre téléphone, il y a des chances que vous soyez obligé de changer de SIM. Donc c'est un smartphone très agréable avec un très très bel écran, moi je trouve. Et sur quel réseau? Il est 4G. Il est 4G. Oui, il est 4G bien sûr. Et donc vraiment et HTC Sense qui est pour moi la plus réussie des surcouches. Avec c'est la même version que le One M8. Donc c'est le HTC Sense 6. Donc vraiment la toute dernière version avec le Blinkfeed qui est un gestionnaire de flux d'infos qui est très très bien fait. L'appareil photo est très convenable. Seul petit bémol pour moi c'est l'autonomie. Bon, je suis un peu... T'es un gros consommateur. Voilà, moi il tient une dizaine d'heures quoi. La batterie... La plupart des gens ont une dizaine d'heures. Ça fait 24 heures. Ou ça fait à peu près 3 ans. Pour Marie, 3 ans Marie qui n'a pas de réseau. Ah donc oui. C'est à peu près 3 ans pour moi. Et donc voilà, c'est un bon produit. Alors la concurrence est assez sévère dans ce segment, mine de rien, parce qu'on a, attention, le T2 Ultra de Sony, qui est un 6 pouces, qui est vendu une vingtaine d'euros plus cher, et on a aussi la fameuse Nokia Lumia 1320, qui est chère à Xavier, qui est moins cher. 299 euros. 299 euros. Qui est très bien joué par les opérateurs, donc vous trouvez des prix très agressifs, et puis surtout, vous avez de la couleur. Jaune, orange, bien plus joli que ces smartphones toujours tout blanc. Tout blanc, tout noir. Ou tout noir. Eh ben figure-toi que le HTC existe aussi en corail, couleur corail. Alors moi je croyais que c'était bleu le corail, en fait non c'est rouge. Hein. Je suis pas... Oui. Bon je dois l'avouer, je ne sais pas nager, donc j'ai jamais vu de corail. Non, mais le segment des phablettes est un segment très porteur, et je crois qu'aujourd'hui il faut vraiment acheter en 4G pour profiter de l'expérience consommateur, afficher des pleines pages HTML bien lourdes, et c'est vraiment un beau format. Après il faut avoir une veste plutôt pour le porter, ou un sac à main un peu grand pour... Même ce format-là, mais qui plaît beaucoup aux consommateurs. Bien sûr. Donc là, il y a du 6 pouces, du 5 pouces, 5. Donc voilà. Bon, HTC a bien réussi son coup à mes yeux. Et maintenant, nous allons revenir à Nokia. On se retrouve dans un instant. Ouais. On fait une petite transition. Et puis on retrouve Xavier pour nous parler un peu du présent de Nokia et du futur. Donc Xavier, donc en septembre 2013, donc on a une petite vidéo. Microsoft a annoncé sa volonté de racheter la division mobile, on va dire. Terminaux, oui. Tout à fait. Ouais. Donc là on va... C'était encore Steve Ballmer à l'époque. À l'époque c'était Steve. Donc ça a pris un peu de temps pour devenir la réalité, parce que c'est des sociétés cotées en bourse. C'est très compliqué le processus d'achat, il y avait beaucoup d'autorisations à obtenir, la Commission européenne, des États-Unis, de l'Inde, de la Chine et différents pays. Donc voilà. Au final on est arrivé à cet accord. Et là... Steve a une phrase assez forte, il dit, je l'appelle Steve. Hein. Donc, en gros, Microsoft fait le meilleur OS, Nokia fait les meilleurs smartphones, voilà. Tout à fait, c'est l'alliance de Microsoft, donc, qui faisait du soft avec Nokia, qui était un spécialiste de production de ce qu'on appelle la supply chain et de design de très beaux terminaux. D'accord. Donc aujourd'hui, nous sommes tous Microsoft. 25 000 personnes fin avril ont rejoint Microsoft. On a tous changé de badge, tous changé d'adresse email. Après, il va falloir qu'on soit intégré. Ça met toujours un petit peu plus de temps au niveau des sociétés et du droit et des choses comme ça. Mais dans quelques temps, nous serons vraiment des employés Microsoft 100%. Donc beaucoup de questions. Les gens se posent énormément de questions. Moi, on m'appelle souvent est-ce que Nokia va continuer à exister en tant que marque Nokia? Est-ce que ça va être noyé au milieu de Microsoft et ça va être juste un modèle? Par exemple, ça sera le smartphone Microsoft Nokia quelque chose. Les gens, parce que comme on avait vu en préambule, c'est une marque à laquelle les gens sont vraiment attachés, qui connaissent, qui sont vraiment dans le domaine public aujourd'hui. Donc beaucoup de questions. Et il y en a une sur Twitter, ça elle est pour toi Xavier.
des infos sur la Surface Mini. Ce sont des produits Microsoft que je ne connais pas encore, je n'ai pas encore eu le droit. Ça va commencer, on va commencer. Ce qu'on appelle les inductions en anglais, donc les phases d'introduction, donc je ne saurais absolument pas me prononcer sur la roadmap Microsoft, et d'ailleurs ça serait secret, donc je ne pourrais le faire. Alors rapidement, un point sur les marques. Alors, Microsoft a acheté les marques Lumia et les marques Asha qui appartenaient à Nokia, donc il est devenu propriétaire des marques. Ensuite, il a gardé le droit d'utiliser la marque Nokia sur un petit smartphone, donc par exemple le Nokia X. D'accord. Ceci pendant 10 ans. Il aura le droit de produire des mobiles, notamment pour les marchés émergents, ou les mobiles qu'on appelle d'entrée de gamme, feature phone, avec un logo Nokia dessus, pendant 10 ans. Concernant les smartphones, aujourd'hui, rien n'a été absolument annoncé. Aujourd'hui, on sait produire des smartphones, dont le fameux Nokia Lumia 930, sur lequel il y a encore le logo Nokia. Ouais. Et les produits que l'on va annoncer dans les mois à venir porteront encore le logo Nokia. On fera des annonces marketing dès que les bonnes décisions ont été prises, qu'on aura analysé le marché, qu'on aura fait des études avec les consommateurs, et on annoncera à ce moment-là quelle est la marque utilisée sur les prochains smartphones produits par Microsoft. D'accord. Parce que ce soit les défaitistes ou au contraire les gens... Par contre, on ne sait rien. Ce que vous allez voir assez rapidement dans les changements, c'est que l'ensemble des publicités, alors peut-être pas les prochaines dans les prochaines semaines, parce qu'elles sont déjà produites, elles sont déjà en production, les prochaines semaines, le logo Nokia disparaîtra au profit du logo Microsoft. Sur nos bâtiments, le logo Nokia a été remplacé par le logo Microsoft. Ça va vite, hein. Aujourd'hui, ça va vite quand même. Nous sommes tous des Microsofties, il reste encore la marque Nokia qui est sur quelques éléments de communication et sur les produits pour le moment. Mais c'est pas garanti que ça demeure... On n'a fait aucune annonce au jour d'aujourd'hui. Je voudrais juste faire un petit nota bene parce qu'il y a des mauvais articles dans la presse. Microsoft Mobile n'est qu'une entité juridique. Ce n'est pas du tout une marque. D'accord. C'est une entité juridique. OI, ça veut dire SAS, SA, Société Anonyme en finnois, je ne pourrais pas vous le dire le terme exact. Donc voilà, donc Microsoft Mobile, ce n'est qu'une entité juridique auquel on est rattaché. C'est maintenant notre actionnaire chez Nokia France. D'accord. Donc vous aurez des annonces en temps voulu sur les marques. Pour le moment, on travaille avec des produits qui s'appellent Nokia X, Lumia 630, 930 et Nokia 100, je sais plus combien, Asha 220 par exemple, Asha 230, qui sont les produits qui vont arriver. D'accord. Et tu as une idée un peu du planning, comment ça va se passer? On n'a donné aucun planning, toute notre communication est très claire. Pour le moment, aucune annonce n'a été faite. Parce que, pour être franc, en préparant l'émission, j'ai relu les communications. J'ai dit, mais en fait, ils disent pas. En fait, on ne le dit pas, et on est très très clair là-dessus, et on a tous le même discours. Aucune annonce sur la marque n'a été faite. Aujourd'hui, on vend des produits qui s'appellent Lumia, Nokia X ou Asha. D'accord. Tout ceci sous un logo Microsoft. Ok. Et d'autres questions aussi par rapport justement au Nokia X qui sont basés sur Android. Absolument. Ça peut sembler étrange aux gens d'avoir une société qui appartient. C'est ce qu'on a expliqué au Mobile World Congress, que j'étais venu expliquer ici. On a décidé de développer un produit qui utilise la solution open source de Google et qui, pour le consommateur, va être couplé aux services de Microsoft. Donc les services que l'on met en avant dans le Nokia X, ce sont Outlook, c'est OneDrive maintenant, et les services Nokia que sont EarMaps, EarDrive et Nokia Mix Radio. D'accord, donc c'est en gros un ticket d'entrée pour toucher du doigt c'est pour avoir accès, tout à fait, avec un mobile qui est moins cher qu'un mobile développé sous Windows Phone. On a cette belle qualité de produit, et vous avez la qualité Nokia, vous avez un très bel écran, et vous avez les services que je viens d'évoquer. D'accord. Donc, alors Nokia, tu nous as amené plein de produits. Donc, Nokia, on a une super actualité. Il y a eu la build conférence début avril développée par Microsoft. Donc on va avoir la première actualité, c'est le lancement du Nokia Lumia 630 qui arrive en version simple SIM et double SIM. Donc on a notre premier mobile qui va utiliser la double SIM sous Windows Phone 8.
Ouais, tu peux nous le montrer donc, un peu? il arrive avec Windows Phone 8.1, qui est ce nouvel OS que je vous engage à découvrir et qui va permettre surtout aux autres consommateurs qui ont déjà acheté un Nokia Lumia 920 ou un 1020 de faire une mise à jour durant l'été. D'accord. Donc ça, c'est le 630. Ça, c'est le 630. Il y a un 635 qui arrive en 4G, donc il va falloir que le consommateur fasse bien attention à la référence qu'il achète, parce qu'il y a la double SIM, pas de double SIM, mais on va être avec un prix unique de 169 €, quelle que soit la variante de ce petit produit. Donc il y aura un Nokia 4G à 170 €, ce qui est un prix assez impressionnant. Et vous avez la possibilité d'acheter des coques et d'échanger les coques. Donc voilà toute la palanquée de couleurs, vert, orange ou jaune. D'accord. Et vous aurez même du noir et du blanc pour les traditionnels. Voilà. Donc ça, c'est le produit le plus abordable. Et après, on arrive avec un autre produit qui s'appelle le Nokia Lumia 930, qui arrive aussi avec des très belles robes de couleurs, donc soit vert, soit orange, soit noir, soit blanc. Là, vous n'avez pas la possibilité de changer de coque. Vous pouvez racheter des coques protectrices. Et il utilise Windows Phone 8.1 qui permet d'avoir accès à l'ensemble de ces éléments très facilement, avec maintenant un centre de notification. Vous verrez qu'on peut rajouter une image en fond. Enfin, toutes les nouveautés de Windows Phone 8.1 qu'il faut aller découvrir tranquillement. Ce produit, il va arriver à peu près en même temps que l'autre. Alors, les premiers que je vous ai montrés, le Nokia Lumia 630, qui seront commercialisés dès la semaine prochaine en France. Et le Nokia Lumia 930, on table sur la mi-juin pour une distribution importante en France, et notamment auprès des opérateurs français qui communiqueront sur la date d'arrivée précise. D'accord. Et le 930, le prix, tu l'as dit? Le 930, il est à 549 € TTC, prix recommandé. Je languis de jouer avec celui-là, surtout que... Et surtout, celui-là, il fait des très belles photos parce qu'il a un capteur 20 mégapixels PureView, donc toute la technologie que l'on a mis dans le Nokia Lumia 1020 se retrouve dans ce mobile. Et on pourra jouer avec l'appli Watch qui arrive la semaine prochaine sur Windows Phone 8. Oui, c'est la grande nouvelle que l'on a appris sur Windows Phone 8. Oui, sur Windows Phone 8. Et donc, c'est le capteur du Lumia 1520 ? C'est à peu près le même capteur que le Lumia 1520, tout à fait en qualité. D'accord, donc il est très très beau. Moi je l'ai vu, il est en orange je crois, c'est ça qui est... En orange, ouais. La coque peut être orange, ou elle peut être verte. Il est beau, orange. Tous les goûts sont dans les couleurs, moi j'ai choisi le vert. Je suis né en orange en même temps. Mais pour les traditionnels, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il y a du noir et du blanc également. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est tout notre écosystème d'accessoires qui permet de les habiller et qui permet d'utiliser de la couleur autour de son mobile. La recharge toujours par induction. Celui-là aussi, la recharge par induction, il n'y a pas dans le Nokia Lumia 630. D'accord. Bon, bah, je pense que Xavier a su nous convaincre. Nokia a encore un bel avenir. Microsoft maintenant. Microsoft. Mais moi, avec Non, mais c'est vrai, on va mettre un petit peu de temps, mais maintenant, ce sont des produits Microsoft. Et toi, alors, tu as le réflexe. Tu travailles où? Tu réponds Microsoft? Maintenant, je travaille chez Microsoft, absolument. Mon email a changé, ma signature d'email. Même vers 2h du matin Tranquillement, sans aucun problème. C'est une très belle société et on va aller la découvrir. Tu vois, je viens de gagner mon ticket pour Redmond dans 15 jours. Donc, on va aller découvrir Microsoft en long, en large et en travers. Ok, bah je pense que... Merci beaucoup. Mais merci à toi d'être venu. Merci Xavier. Je crois que le studio mobile numéro 9 se termine. Oui. C'est ça, Laurent? Tout à fait. Il est temps de se quitter. Merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Merci Xavier pour ta venue. Xavier. Merci Greg. Voilà, le studio mobile c'est terminé. Rendez-vous dans 2 semaines. Et merci à Benjamin, notre réalisateur. Merci à Benjamin. Et merci aux absents. Voilà. Les amis. Et on se retrouve bien évidemment sur les hashtags Twitter, le studio mobile. Et n'oubliez pas de nous suivre. Salut. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.